Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Réfléchir sur l'aide médicale à mourir, c'est toujours délicat et compliqué. Aborder la question des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, c'est encore plus délicat et encore plus compliqué. C'est pourquoi ce soir, nous serons trois intervenants pour donner trois points de vue différents. Un médecin de soins palliatifs, moi-même, un juriste, maître Pierre Deschamps, une éthicienne, docteur Michel Dabrowski. Avant toute chose, je souhaite présenter trois idées reçues que l'on entend très souvent. Première idée reçue, l'aide médicale à mourir est un soin. Eh bien, c'est faux. L'aide médicale à mourir n'est pas un soin. Sur le plan du droit, la loi du Québec avait défini l'aide médicale à mourir en 2015 comme un soin, mais c'était en réalité une astuce juridique pour contourner le code criminel du fédéral pour que celui-ci ne puisse pas punir les médecins qui provoqueraient la mort par aide médicale à mourir. Mais sur le plan éthique ou philosophique, il est évident que l'aide médicale à mourir n'est pas un soin. L'aide médicale à mourir est un acte qui cause la mort, alors qu'un soin n'est jamais un geste qui cause la mort. Prendre soin d'une personne malade, ce n'est pas provoquer sa mort, c'est au contraire chercher un soulagement, un mieux-être, un bien-être, mais jamais un non-être. Deuxième idée reçue, l'aide médicale à mourir est un soin palliatif. Eh bien, c'est faux. Et la loi du Québec est très claire. Elle dit qu'il y a d'un côté les soins palliatifs et de l'autre côté l'aide médicale à mourir. Donc, l'aide médicale à mourir n'est pas un soin palliatif. L'aide médicale à mourir et les soins palliatifs sont même contradictoires. On ne peut pas faire les deux en même temps. Troisième idée reçue, l'aide médicale à mourir est une chance. Eh bien, c'est faux. L'aide médicale à mourir n'est pas appropriée pour soulager les souffrances des malades en fin de vie. Les soins palliatifs sont la seule chance de pouvoir soulager un patient et de l'accompagner sans provoquer sa mort. Et bien maintenant que ces clarifications sont faites, nous pouvons aborder la question des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors de quoi parle-t-on au juste? Eh bien, on ne parle pas des demandes contemporaines d'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les demandes classiques faites par des patients qui ont toutes leurs facultés mentales. On dit que ces personnes sont capables de consentir. On ne parle pas non plus des directives médicales anticipées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des instructions écrites par une personne qui exprime à l'avance son consentement ou son refus de certains soins médicaux pour le cas où elle deviendrait incapable de s'exprimer, par exemple en raison d'un coma ou d'une confusion. Nous allons parler ce soir des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, que la loi du Québec autorise depuis 2024. À ce jour, environ 2000 Québécoises et Québécois ont rédigé leur demande anticipée d'aide médicale à mourir, mais très peu ont été effectivement réalisés. Mon but ce soir, c'est de vous présenter 5 étapes. 5 étapes pour comprendre ce que sont les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. La première étape est celle du diagnostic. Il faut avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable qui va mener à l'inaptitude à consentir aux soins, mais pas forcément à la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons l'exemple d'un patient atteint par la maladie d'Alzheimer. Au jour de l'annonce du diagnostic, il peut encore prendre des décisions parce que ses troubles de mémoire et ses troubles cognitifs
sont encore mineurs. Mais dans le futur, à cause de la maladie, dans les prochains mois ou les prochaines années, il ne pourra plus prendre ses propres décisions. Ça sera ce qu'on appelle l'inaptitude. La deuxième étape est celle de la formulation de la demande anticipée. Le patient va devoir expliquer au médecin ou à l'infirmière praticienne spécialisée tous les symptômes qu'il ne veut pas vivre. Il va en quelque sorte lui tracer des limites au-delà desquelles il voudra que le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée provoque sa mort par injection. Par exemple, quand je ne reconnaîtrai plus mes enfants, je ne voudrais plus vivre. Quand je ne serai plus capable de marcher, je ne voudrais plus vivre. Quand je me ferai pipi dessus, je ne voudrais plus vivre. Le patient considère que lorsque ces symptômes apparaîtront dans le futur, il souffrira trop pour continuer de vivre. Il ne veut pas l'aide médicale à mourir tout de suite, mais il consent à la recevoir le jour où ces symptômes apparaîtront. Cela suppose que le patient soit en pleine possession de ses moyens intellectuels durant les rencontres avec le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée. Il faut qu'il soit apte, c'est-à-dire capable de faire des choix, capable de décider pour que le médecin puisse obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Petite parenthèse ici, je fais deux remarques personnelles. Quand on reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il y a déjà des troubles cognitifs. Comment peut-on alors parler d'un consentement éclairé en cas de troubles cognitifs, même mineurs? Deuxième petite remarque, l'annonce du diagnostic provoque nécessairement une tristesse, des angoisses concernant l'avenir et l'évolution de la maladie. Comment peut-on parler d'un consentement libre en cas de tristesse et d'angoisse? Vous voyez ici, le rôle du médecin est majeur. Le médecin doit évaluer l'aptitude du patient pour savoir si vraiment il a les capacités suffisantes pour donner son consentement libre et éclairé. Petit témoignage ici, dans l'hôpital où je travaille, un médecin qui fait de l'aide médicale à mourir me disait d'un patient qu'il venait de rencontrer: Oh, ce patient est apte, il peut consentir et décider pour lui-même. Oh, bien sûr, je ne lui confierai jamais la gestion de mes comptes en banque et de mon chéquier, mais il peut décider pour sa propre vie. Cette phrase n'est jamais sortie de ma mémoire, car comment peut-on dire qu'un chéquier est plus important que la vie d'une personne? Le rôle crucial du médecin, c'est aussi parce qu'il doit présenter aux patients les alternatives à l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire d'autres solutions. Et comme nous le disions, les soins palliatifs sont la seule chance de pouvoir soulager un patient et de l'accompagner sans provoquer sa mort. Eh bien, le médecin doit présenter les soins palliatifs avant de présenter l'aide médicale à mourir. Le médecin doit aussi traduire en langage médical les symptômes que le patient ne veut pas vivre. C'est une traduction nécessaire pour s'assurer que d'autres soignants pourront reconnaître plus tard les manifestations cliniques dans le futur et pour s'assurer que les symptômes décrits par le malade sont bien liés à la maladie. Par exemple, c'est mon expérience, beaucoup de patients disent: si un jour je vais en CHSLD, en France on dit un EHPAD, je veux l'aide médicale à mourir. Beaucoup de patients, quand leur famille les envoie en résidence pour personnes âgées, demandent l'aide médicale à mourir. Mais aller en CHSLD ne peut pas être un critère recevable, car ce n'est pas un symptôme de la maladie, c'est juste une conséquence.
Alors, il se passe parfois des mois, parfois des années, et la personne, à cause de sa maladie, devient finalement inapte. La maladie a évolué et le patient s'est détérioré. Il y a alors des troubles cognitifs sévères. C'est la troisième étape, celle de la notification. Le tiers de confiance, souvent une personne de la famille, a le rôle de lever le drapeau pour avertir l'équipe de soins que le patient est devenu inapte, qu'il paraît souffrant et qu'il est temps d'évaluer s'il correspond aux différents critères qui avaient été définis lors de la formulation de la demande anticipée. Petite remarque personnelle. Je trouve que confier cette charge à un tiers de confiance est un énorme fardeau posé sur ses épaules. Car c'est cette personne de confiance qui déclenche le processus qui aboutira peut-être à la mort provoquée. S'il n'y a pas de tiers de confiance, un soignant peut jouer un rôle similaire. Mais c'est aussi très difficile pour un soignant d'affirmer que le moment est venu de déclencher le processus d'évaluation. L'évaluation, c'est la quatrième étape. Un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée vérifie la présence de trois critères, les trois étant nécessaires pour déclencher l'aide médicale à mourir. Il faut que le patient soit vraiment inapte. Il faut que la maladie soit évoluée et fasse apparaître les manifestations cliniques qui avaient été décrites plusieurs années avant. Troisièmement, il faut qu'il y ait de la souffrance visible pour quelqu'un d'extérieur, selon un avis professionnel. Il faut s'assurer que le patient ne se soit pas adapté à sa nouvelle situation. Petite remarque personnelle. Je trouve qu'évaluer objectivement, avec des critères extérieurs, une souffrance, qui donc est nécessairement intérieure et subjective, surtout chez une personne inapte, est absolument impossible. Il y a ici une hypocrisie et un danger éthique. La cinquième étape, c'est la dernière, c'est celle de l'administration de l'aide médicale à mourir par 4 injections si finalement le patient est déclaré admissible. Pour conclure, ma plus grande crainte pour l'avenir, c'est que les malades à qui l'on découvre une démence ou une maladie de Parkinson qui peut déboucher sur une démence se sentent poussés par l'entourage, poussés par la société à faire une demande d'aide médicale à mourir de peur qu'on le leur reproche s'ils ne la font pas. Je laisse maintenant la parole à Maître Pierre Deschamps, avocat et membre du Tribunal des droits de la personne du Québec, membre de la Commission des soins de fin de vie au Québec depuis plus de 10 ans, diplômé en droit de l'Université McGill, diplômé en sciences religieuses de la Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour cette généreuse introduction. Bonsoir à tous. Mon intervention se place en complément à ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, comme on l'a dit, sont permises au Québec depuis le 30 octobre 2024. Le Québec est la seule province canadienne qui permet à une personne de faire une demande anticipée. Le Code criminel canadien qui régit aussi l'aide médicale à mourir ne comporte pas de dispositions similaires, ce qui fait que ce que l'on fait au Québec en matière de demande anticipée d'aide médicale à mourir contrevient au Code criminel. Et il y a des médecins qui sont
soucieux de ne pas s'aventurer dans ce terrain-là, qui vont refuser de faire, de traiter de demande anticipée d'aide médicale à mourir, conscient que ça contrevient au Code criminel canadien. Ceci étant, l'administration de la justice est du ressort des provinces. Et au Québec, il y a une directive du directeur des poursuites criminelles et pénales qui dit qu'on ne pourra pas poursuivre un médecin à moins d'avoir son autorisation. Ce qui veut dire que même si les dispositions du Québec contreviennent au Code criminel canadien dans leur application, et on verra pourquoi, eh bien, il n'y aura pas de poursuite à moins d'une autorisation spécifique du directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est un peu pour rassurer les médecins que l'on a fait cette directive, qui à certains égards peut être questionnable, à savoir que on permet légitimement, administrativement, de contourner jusqu'à un certain point la loi. C'est important de le dire parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire en sorte qu'au Québec, les demandes anticipées peuvent avoir droit de citer en sachant que ce n'est pas permis par le Code criminel et que des médecins sont un peu chatouilleux à l'idée de enfreindre le Code criminel alors que d'autres vont se dire, comme il n'y aura pas de poursuite, alors je vais aller de l'avant. J'aimerais ici rappeler le principe fondamental, c'est que on ne peut, dans le cadre de l'aide médicale à mourir, mettre fin à la vie de quelqu'un sans avoir obtenu son consentement ou sans que la personne ait renoncé à donner son consentement au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Dans les demandes contemporaines, et on a fait la distinction entre demande contemporaine et demande anticipée, dans les demandes contemporaines, le principe, c'est que avant d'administrer l'aide médicale à mourir, le médecin doit obtenir le consentement de la personne, celle-ci ayant au préalable rencontré toutes les conditions. L'évaluation du consentement est laissée à l'appréciation du médecin. Et des médecins vont dire, nous avons suivi les critères de la Nouvelle-Écosse. Les critères de la Nouvelle-Écosse, en fait, c'est des critères qui ont été entérinés au Québec par la Cour d'appel et qui sont de 5 questions à poser. Et c'est un peu comme on se dit, ben, j'ai respecté les critères de la Nouvelle-Écosse sans trop savoir leur origine et l'essence même des critères. À tout événement, il faut que la personne soit apte à consentir, à moins que la personne ait renoncé à consentir au moment de l'administration, mais ceci ne vaut que pour les demandes contemporaines où la personne prend entente avec son médecin et elle dit, même je suis inconscient au moment de l'administration, vous pourrez procéder. Généralement, la famille va dire, ben, il a signé un formulaire de renonciation, alors vous pouvez procéder. Ça, c'est uniquement pour les demandes contemporaines. Pour les demandes anticipées, qu'en est-il du consentement? Mais quand on lit la loi dans toute sa finesse, le consentement à recevoir l'aide médicale à mourir dans les cas de demande anticipée, eh bien, ce consentement-là, il est induit des manifestations cliniques qui sont considérées comme l'expression du consentement. Et on verra quelles sont ces manifestations cliniques. On y a déjà fait référence. Mais qu'est-ce qui tient lieu de consentement ou qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a un consentement, parce que c'est la règle de fond, c'est dans la mesure où les manifestations cliniques ont été exposées. Bon, les formalités, c'est que ça prend une demande écrite sur un formulaire prescrit par Santé Québec, par lequel la personne demande.
Les différentes étapes, c'est la formulation de la demande, mais qui doit se faire en présence d'un professionnel de la santé. La personne ne peut pas simplement dire, donnez-moi un formulaire, je vais le remplir, je vais le garder dans mes affaires, je vais le mettre dans le dossier médical. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que la personne soit assistée d'un professionnel compétent et on va, puis ça se fait en ligne parce que le formulaire va être acheminé dans un registre. Et ça prend un professionnel et elle doit décrire de façon détaillée dans sa demande les manifestations cliniques liées à sa maladie qui devront être considérées une fois qu'elle sera devenue inapte à consentir aux soins et qu'un professionnel constatera qu'elle présente ces manifestations comme l'expression de son consentement. Vous voyez comment le consentement exprès, le consentement dit à l'avance versus le consentement induit de manifestations cliniques, on est rendu loin dans la construction juridique, si vous voulez, d'une loi pour satisfaire les impératifs de la loi. C'est la technique que l'on a développée. Quand on parle de manifestations cliniques, il faut, comme on l'a dit, que la personne les dise dans ses propres mots, mais elle soit traduite en termes médicaux. Et là, comment ça sera fait? Quelle façon on procédera? Juste pour vous donner un exemple, quelqu'un qui, dans sa demande anticipée, au niveau des manifestations cliniques, dit, si je ne suis pas capable de me laver seul ou nourrir seul, ou je dis bien ou. Si je ne suis plus capable de reconnaître mes enfants, ou si je souffre d'incontinence fécale ou urinaire, ou si je ne peux pas exprimer mes sentiments et mes besoins, même si je semble être d'apparence heureuse. Il n'y a pas de maladie de cet ordre-là qui amène à une demande anticipée. Les patients heureux, les démences heureuses. Il y a beaucoup de médecins qui disent ça n'existe pas. Et ça pose un questionnement. Si la personne semble être heureuse, on se dit non, 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 non. Même si elle a dit elle semblait heureuse, on ne tiendra pas compte de ça. Ou si elle n'a plus de contact avec la réalité quotidienne, ou si elle a des hallucinations, ou si elle a des comportements agressifs envers elle-même ou autrui. Bon, ben, il s'agit à ce moment-là de un ou l'autre, là. J'ai tout un choix. Il s'agit qu'il y en ait un qui s'applique. À ce moment-là, la manifestation va donner ouverture à l'aide médicale à mourir par voie anticipée. Il faut dire qu'il y a plein d'autres conditions qui doivent être remplies. Il faut avoir un déclin avancé de ses capacités, puis on va arriver avec la question de la souffrance. Le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est la personne qui va sonner les clochettes pour dire le moment est venu pour considérer la demande anticipée, pour qu'un professionnel compétent considère la demande anticipée. Ça peut être n'importe qui, mais la personne va être là au moment où on aura signé, fait la demande. La question qui se pose, comme on a dit, c'est un lourd fardeau imposé au tiers de confiance. Mais s'il n'y a pas de tiers de confiance, c'est un professionnel qui pourra, comme on dit, sonner la cloche. Et là, ça va donner lieu, la loi dit, à un examen, à une évaluation de la personne. Qu'est-ce qui peut amener le tiers de confiance à dire il faut aller de l'avant? Ça peut être de multiples considérations. Et il ne faut pas ignorer le fait que quand vous avez un proche qui souffre, qui est dans, disons pas qui souffre, mais qui est dans un état X alors qu'il était dans un état Y, pour un proche de voir sa mère ou son père ou son frère être dans une condition
qui demande des soins, qui est difficile. La personne n'est plus la celle qu'elle avait toujours été. On ne peut pas ignorer le fait que ça génère chez la personne, chez le proche, une souffrance. Une souffrance telle qui peut l'amener à dire, ben, le temps est venu que mon proche soit libéré de ses souffrances, mais en même temps moi. Il se peut aussi que le personnel soignant soit aussi regarde le patient et puisse se dire, si j'étais dans sa condition, je demanderais l'aide médicale à mourir. Ça, c'est une dimension qu'on oublie, comment le professionnel voit la condition du patient et comment il s'imagine quel choix il ferait il serait dans cette condition-là. Donc ça, ce sont des éléments importants, le tiers de confiance qui pourrait être souffrant. Il y a la question de l'enregistrement, donc ça s'en va dans un registre. Il y en a 2000 qui sont dans un registre. La commission inquiète un peu de où on s'en va avec ça, a mis sur pied un comité de plusieurs professionnels qui vont regarder avant que les demandes soient activées. Qu'est-ce qu'il y a dans les demandes? Comment c'est structuré? Comment c'est fait pour, comme on dit, prendre les devants et dépister les éléments qui seraient plus ou moins inquiétants? Euh, je ferai une petite parenthèse, on a parlé d'éthique. Au niveau de la construction de la loi, l'éthique n'a pas sa place. En autant qu'on considère que la personne rencontre les critères de la loi, eh bien, on peut procéder. On a, et j'ai été frappé il y a l'an passé, dans une journée sur l'éthique, 4 éthiciennes qui étaient associées dans différents milieux à l'aide médicale à mourir, qui sont venues exprimer un malaise en tant qu'éthiciennes de ce qu'elles voyaient. Bon, on les a fait venir à la commission, mais moi, ce qui me trouble comme ayant fait 3 ans de théologie en plus du droit, ce qui me trouble, et je reviens toujours à cette philosophe qui est pour moi la plus grande philosophe du 20e siècle, Hannah Arendt, qui a écrit Eichmann à Jérusalem, qui a parlé de la banalité du mal. Et pour elle, la banalité du mal, c'est quand les gens ne font que suivre les directives, suivre les procédures et cessent de réfléchir. Et actuellement, en ce qui concerne l'aide médicale à mourir, il semblerait qu'on ait cessé de réfléchir, qu'on a évacué l'éthique. On se dit, dans la mesure où le médecin s'est conformé à la loi, on s'en tient à ça. Et celui qui critique ou qui soulève une question par rapport aux procédures actuelles, eh bien, tout de go, on va dire, cette personne-là est contre l'aide médicale à mourir. C'est ce que c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on ressent, et c'est là peut-être le plus grand danger dans le débat actuel, c'est qu'on a cessé de réfléchir, de se poser des questions au niveau social, au niveau philosophique, au niveau éthique. Et on se rabat sur le droit pour dire, dans la mesure où tu respectes la loi, il n'y a pas de problème. Si une société est orientée comme ça, même si on est dans une société démocratique avec la règle de droit, ben, les règles de droit peuvent être imparfaites et les règles de droit n'évacuent pas la capacité des gens de réfléchir. Un autre petit aparté, on disait que l'aide médicale à mourir n'est pas un soin. On en a fait un soin, on a expliqué pourquoi. Et au départ, on disait que c'était un soin de dernier recours. Mais le discours actuel, c'est que l'aide médicale à mourir s'inscrit dans un continuum de soins. Vous voyez comment d'un non-soin, on est passé à un soin, puis un soin qui n'est pas de dernier recours, mais un soin qui s'inscrit dans un continuum de soins. Comme on dit, la boucle est quasiment bouclée. C'est ce que je vois de mon côté
de commissaires, d'éthiciens et de juristes. Et je dois dire que dans l'application de la loi, ceux qui appliquent la loi, ceux qui déterminent sa conformité, ce sont pour la majorité des gens du milieu de la santé, des médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux. Le juriste a peu d'emprise ou son discours est peu écouté. Et ça, je le regrette, alors qu'on est quand même dans l'application d'une loi, dans l'interprétation d'une loi. Et moi, j'ai de la difficulté à comprendre qu'un non-juriste puisse se mettre comme un expert dans l'interprétation de la loi. Et je vois des interprétations qui sont aberrantes. Bon, l'activation de la demande, il faut que la personne soit devenue inapte à consentir aux soins en lien avec sa maladie grave et incurable. Et là, le médecin doit faire un examen et il doit évaluer les manifestations cliniques observables, mais aussi il doit examiner les signes de souffrance. Mais comme on a dit, la souffrance, elle est subjective. La personne ne sera pas là pour dire je souffre, mais la personne va dire si je suis inconfortable, inconfort permanent à l'examen, un visage qui se crispe, les mains qui se crispent, une agitation constante, une absence de contact avec la réalité, un comportement agressif, bon, vont induire de ça que la personne présente une souffrance intolérable persistante. Et peut-être que les membres de la famille vont dire devant ça, ben, mon père n'aurait certainement pas voulu vivre dans ces conditions. Alors, il y a comme une projection de ce que la personne qui est le proche aidant ou le tiers de confiance, comment lui voit la situation. On peut pas, puis on n'a pas fait beaucoup d'études de ce côté-là. Et ce serait essentiel de le voir. Comment un médecin, d'une façon générale, avec l'aide médicale à mourir, comment il anticipe lui-même sa mort? Comment il voit dans le futur comment il va mourir? Il va peut-être dire, a fait une demande, moi je la comprends, puis si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Pour l'administration, bon, ça prend, personne doit satisfaire à tous les critères. On doit obtenir l'avis d'un second médecin. Mais si le médecin constate que les manifestations sont pas là, c'est pas, ne laisse pas croire que ça correspond à ce que le patient avait décrit, ou s'il y a des doutes sur la souffrance, ben à ce moment-là, s'il voit que la personne refuse, là, mais là, on est dans le domaine, la personne est inapte. Puis là, on parle de refus d'une personne inapte. Puis là, on entre dans un tout autre monde, dans le domaine de comment peut-on forcer, dans un autre champ, une personne à recevoir des soins via une ordonnance du tribunal quand il y a un refus catégorique. Ici, on parle d'un refus. Euh, on dit que si elle a des symptômes comportementaux découlant de sa situation médicale, le médecin doit, sur la base des informations dont il dispose, selon son jugement clinique, et le jugement clinique peut varier d'un médecin à l'autre. Le médecin, il y a des médecins qui font des aides médicales à mourir 100, 200 dans une année. Parfois, on va en faire une, deux, trois dans la même journée. Souvent, le médecin qui donne le deuxième avis n'a jamais traité la personne, puis le médecin qui fait l'aide médicale à mourir n'a jamais traité la personne. De temps à autre, le temps entre l'administration et la demande, c'est de 0 à 2 jours. Il y a toutes sortes de questionnements qui sont soulevés. Et à ce moment-là, devant des symptômes comportementaux, il doit exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un refus de recevoir l'aide médicale à mourir. C'est lui qui va déterminer si ça correspond à un refus, mais regardez le contexte médical, familial et
il faut qu'on réfléchisse à ces éléments-là, mais malheureusement, la réflexion va se faire en termes de est-ce que c'est conforme ou non, suivant les règles établies par la législation. Alors, euh, il y a matière à réflexion, à beaucoup de réflexion. Il ne faut pas craindre d'être contesté dans ses opinions comme médecin, comme professionnel de la santé, euh, comme juriste. Il faut actuellement dans ce discours-là, pas simplement de dire est-ce que le médecin s'est conformé à la loi? Si oui, on ferme les livres et on passe à autre chose. Parce que le Québec est la seule juridiction où ça existe dans ce format-là. Et on sait que le Québec est l'endroit où, toute proportion gardée, il y a le plus d'aide médicale à mourir dans le monde en termes de proportion. Et récemment, on disait dans un article du National Post que cet été, au Canada, on aura probablement notre centième mort par aide médicale à mourir via des demandes contemporaines. Ça veut dire 100 000 morts. Si vous mettez 5 personnes de la famille associée, ça fait un demi-million de personnes. Et si vous ajoutez les professionnels de la santé, l'exposure, si on veut, à l'aide médicale à mourir, il est énorme et il n'ira qu'en grandissant. Alors, je termine là-dessus, des aspects complémentaires à l'aspect juridique, mais aussi je devance aussi sur les aspects éthiques et je cède la parole à ma collègue. Merci, Maître Deschamps, pour votre témoignage. J'entends notamment que membre de la Commission des soins de fin de vie au Québec depuis plus de 10 ans. Je pense que votre témoignage est important et tout ce que vous avez dit va prêter matière à discussion à la suite de l'intervention de Madame Michelle Dabrowski, à qui je cède la parole, qui est docteur en théologie, experte des questions éthiques liées aux soins de fin de vie des enfants atteints de cancer. Elle est aussi directrice de l'Office pour la famille et la vie à la Conférence des évêques catholiques du Canada. Madame Michelle Dabrowski, nous vous cédons la parole. Et merci, le maître Deschamps, pour cet exposé bien intéressant. Vraiment, je me sens vraiment comme c'est nourri d'une profonde expérience. Alors, merci pour cette introduction et ensuite cette réflexion. Et je crois que ça nous avait permis d'encadrer ces discussions sociales, légales et éthiques. Et également, merci, Frère Thomas, pour l'introduction à la conférence. Et j'ai bien hâte à notre échange dans quelques minutes. Alors, bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Certains d'entre vous ont sans doute assisté à d'autres conférences du Centre de bioéthique sur ces questions de la fin de vie. Et on voit déjà, d'après les présentations de mes collègues, que les demandes anticipées de l'aide médicale à mourir ajoutent une autre couche problématique aux questions qui ont pu déjà être abordées. L'être humain est un être qui prévoit, on se projette dans le futur, qui peut anticiper, planifier et consentir d'avance à des décisions qui l'engagent et engagent les autres dans le futur. Dans les soins de santé, c'est déjà le cas, hein? Par exemple, avec les directives en lien avec la réanimation cardio-respiratoire, mais aussi avec les préférences par rapport au lieu des soins et d'autres directives du genre sur la façon dont souhaite être traité. Pourtant, la question des demandes anticipées d'aide médicale à mourir soulève des considérations éthiques qui lui sont propres. Et on a déjà vu des intuitions, des réflexions liées à ça. Et voici quelques éléments encore qui jouent dans ces considérations. Une première, peut-être, la question du temps. On parle d'un futur plus ou moins lointain, plus ou moins appréhensible.
En deuxième considération, le caractère final, irréversible de l'acte. Aide médicale à mourir, c'est mettre fin à la vie d'un patient. Et une troisième considération, l'implication que d'autres agissent, deviennent acteurs de la mort sans le soutien d'un consentement actuel. Donc, différents éléments qui ajoutent une couche à la problématique de l'AMM. En tenant compte de ces éléments, j'aimerais ouvrir la réflexion en trois temps. D'abord, en réfléchissant sur l'individu, c'est-à-dire le patient qui prend la décision. En particulier, j'aimerais alors explorer la capacité à consentir à l'avance dans le cas de l'AMM et l'élément d'une souffrance future, anticipée, qui peut aussi être imaginée. Dans un deuxième temps, j'aimerais considérer la charge des demandes anticipées sur les proches et les acteurs du soin nécessairement impliqués dans cette démarche des demandes anticipées. Dans un troisième temps, je proposerai le contraste de l'approche des soins palliatifs authentiques et spécialisés. Nous allons voir que sur le plan éthique, l'inquiétude par rapport à un état ou une souffrance future est envisagée tout autrement. Cette approche de soins qui, comme c'est bien présenté par le frère Thomas, est d'un ordre tout à fait autre que l'AMM et nous propose plutôt un soin, une relation et un parcours de compassion qui partage le poids de la souffrance jusqu'au bout. Alors, la première partie, commençons par l'expérience de la personne, du patient et de sa capacité à consentir à l'avance. D'abord, qui consente? Un premier lieu de tension se situe dans le fait qu'une personne qui vit une vulnérabilité prévoit qu'une action, la MM, aura lieu au moment où elle ne sera plus en mesure d'offrir un consentement. Le consentement est donc fait à l'avance. Or, au moment même d'une annonce d'un diagnostic grave et incurable, la personne au stade léger d'un trouble neurocognitif vit déjà un double fragilité. Au niveau cognitif, sa mémoire, son jugement, ses engagements possibles, l'appréciation des conséquences, etc., peuvent être déjà affectés. Au niveau affectif, les réalités d'anxiété, de tristesse, de deuil par rapport à sa vie, comme on la connaît, les conséquences pour ses relations, son travail, sont tous des éléments qui jouent au moment entourant l'annonce du diagnostic. Dans ce contexte de fragilité, on peut se poser la question qui cherche à savoir ce que constitue un consentement libre et éclairé. Peut-on parler d'éclairage suffisant quand l'ombre du diagnostic et des émotions colore déjà la délibération? Un patient nouvel diagnostiqué d'Alzheimer pourrait dire « Quand je ne reconnaîtrai plus mes enfants, je ne voudrais plus vivre ». Est-ce qu'on ne risque pas de surestimer la charge future, de sous-estimer les ressources d'adaptation possibles, de décider en fonction de souvenirs d'un proche qui a vécu à travers une expérience de ce type? On voit comment ces différents éléments peuvent affecter une décision. Avec les demandes anticipées, on peut dire que la volonté du moi d'hier commande la mort du moi d'aujourd'hui. L'évaluation qui est faite à l'avance, qui devance l'expérience, qui imagine le soi dans une souffrance future, est ambiguë et éthiquement problématique quand il s'agit d'un consentement létal. Ensuite, on peut se poser la question, de quelle souffrance s'agit-il? Une souffrance anticipée, imaginée? Parlons-nous de la douleur? Parlons-nous de la peur de devenir un fardeau?
Est-ce qu'on fait un jugement à partir de la souffrance qu'on s'attribue en perte de différentes facultés? Dans une certaine mesure, les demandes anticipées de l'AMM exigent une objectification, c'est-à-dire une représentation de son soi souffrant futur, en délimitant des critères, en traçant une ligne au-delà de laquelle on ne veut pas aller. Les demandes anticipées de l'AMM peuvent être fondées sur des peurs projetées, une perception d'indignité future. Et je me permets, il y a une sorte de répulsion à imaginer son corps et ses facultés altérées, abîmées, de ne plus se reconnaître comme soi-même. Des sentiments de manque de contrôle, de honte, d'être inutile peuvent aussi surgir. Les peurs projetées peuvent aussi être construites sur la perception de la souffrance future des autres et un sentiment de culpabilité par rapport à celle-ci. Pourtant, il y a un risque à faire de cette sorte d'évaluation. La souffrance est une expérience vécue, subjective et évolutive. Ces sentiments peuvent aussi négliger le fait que même les personnes souffrant de graves troubles cognitifs peuvent conserver la capacité de se soucier des autres, d'accorder de la valeur aux choses et d'avoir un point de vue sur leur propre vie. Les personnes conservent des capacités de valorisation, manifester des attachements, des préférences, une confiance. Enfin, le rôle de la communauté de soins, c'est justement de préserver la dignité jusqu'au bout, de faire voir l'humanité partagée au cœur de la vulnérabilité. Passons maintenant à la charge des proches des soignants. Avec les demandes anticipées, la charge de déclencher le processus repose sur les autres. Cela soulève un autre problème éthique lié à l'interprétation. Voici quelques points à considérer. D'abord, l'ambiguïté clinique, c'est-à-dire la charge d'interpréter le patient, des gestes de retrait, le refus, l'agitation et d'évaluer est problématique. De plus, il y a toujours le risque pour les proches et les soignants de projeter leur propre peur. Par ailleurs, il peut avoir variance des signes, des moments de paix, de relations, d'attachement nouveau. Les soignants peuvent alors vivre une sorte de dissonance, exécuter une volonté passée qui ne semble pas correspondre au moment présent. Chez la personne inapte, la souffrance n'est pas directement dite, exprimée. La généralisation par des signes externes est toujours ambiguë. Le médecin doit choisir entre ce qui est écrit dans un document du passé, souvent avec des ambiguïtés, des critères et déterminer les seuils, ou protéger une personne vivante au présent qui n'a pas nécessairement atteint d'une souffrance qui serait dite non tolérable. Enfin, cette situation peut rendre encore plus manifeste que l'acte de l'AMM ne ressemble pas à un soin. Plus la décision est irréversible et lointaine, plus la tentation d'interpréter est grande, avec les risques éthiques que cela implique. Ensuite, considérant la charge pour les familles et soignants de vivre avec la décision. Les membres de la famille vivent déjà une vulnérabilité et la relation de soins risque d'être abîmée par une surveillance constante du seuil qui aurait été établi. Cette charge est particulièrement lourde pour le mandataire de soins. Encore une fois, c'est certain que toute relation de soins demande de l'évaluation. Mais ici, l'évaluation est d'un autre ordre puisqu'il s'agit toujours d'évaluer une décision
passé du patient en vue d'établir s'il faut lui donner la mort. À mon sens, ces éléments sont de véritables obstacles à la communauté de soins et attendent à faire du patient un objet d'analyse en fonction du document de directive. Le poids que cela engendre sur les soignants et la famille nuit à leur relation de soins. Et je termine avec un troisième point de réflexion qui a pour objet de présenter le contraste des soins palliatifs authentiques et spécialisés. Pour aider à réfléchir sur cette approche de soins, je m'appuie sur quelques points de la pensée de Martin Buber. Philosophe et théologien juif existentialiste du XXe siècle, Buber propose une philosophie du dialogue dans son œuvre majeure Je et tu. Dans cet ouvrage, il soutient que la vie est rencontre, distinguant la relation authentique, je-tu, réciprocité, de la relation instrumentale, je-cela. Sa pensée exhorte l'ouverture, empathie et une spiritualité centrée sur la relation à l'autre et au divin, le tu éternel. L'intuition de Buber, la différence qu'il pose entre le je-cela, le cela c'est un objet à gérer, et le je-tu, une relation de présence, de réciprocité, peut éclairer la question des demandes anticipées de la MM. Les demandes anticipées tentent à objectiver le soi futur en choses à éliminer si certains critères sont atteints. Je crois que les demandes anticipées proviennent d'une illusion d'une autonomie qui cherche à effacer notre interdépendance fondamentale. Une éthique relationnelle, celle de je-tu, révèle que la vulnérabilité partagée fonde la responsabilité réciproque. Je suis toujours un sujet qui est à la rencontre de l'autre, même si mes capacités sont diminuées, même si je me vois affaiblie. La compassion et les soins attentionnés de l'autre ouvrent un chemin d'humanité. Le je-tu, c'est aussi les relations, la famille, les équipes de soins, la communauté qui tiennent les sujets, qui les aident à persévérer dans le temps et dans l'incertitude. Dans l'éthique relationnelle, la communauté de soins devient soutien non seulement pour le patient, mais pour tous les acteurs impliqués. À travers la rencontre de l'autre, la fragilité de la vie est soutenue. Le temps et les circonstances sont abordés avec créativité et humilité en acceptant les limites. La fidélité de la communauté ne s'exprime pas par la suppression de la vie en fonction d'un souhait formulé dans le passé, mais par l'accompagnement jusqu'au bout dans un contexte de vulnérabilité, d'humanité partagée. Si l'on admet cela, la bonne question n'est pas comment interpréter une demande anticipée de mort, mais comment rendre vivable l'imprévisible. Comment rendre vivable l'imprévisible. Et pour cela, les soins palliatifs offrent quelques pistes. Les soins palliatifs cherchent à alléger la douleur et la souffrance dans toutes leurs dimensions. Les soins palliatifs ni ne provoquent ni prolongent la mort. C'est un accompagnement entier. Les soins palliatifs cherchent à soutenir la qualité de vie et aussi comment bien préparer et choisir des pistes de préparation pour un éventuel déclin de santé. Des conversations avec la famille avant des crises, des discussions avec les équipes de santé pour comprendre les désirs du patient, tout en respectant la responsabilité et le rôle de la communauté de soins.
Cela permet de mettre en place des plans de soins anticipés, évolutifs, adaptables, réversibles, supportés par une communauté de soins. Une communauté de soins affirme et soutient le patient en tant que personne dans son humanité propre, ce qui inclut sa vulnérabilité et sa dépendance. Les soins palliatifs rappellent aussi que nous sommes tous vulnérables à différents degrés et que dans les épreuves, chacun a besoin du soutien, incluant la famille et les soignants. En somme, ce que les soins palliatifs authentiques proposent, c'est de mettre en place les conditions qui permettent d'être tenus par des liens fiables, par une présence et une relation qu'on quand on ne pourra plus se tenir seul. Alors, merci et j'invite mes deux collaborateurs à me rejoindre. Alors, merci beaucoup, Michel Dabrowski, pour ce témoignage comme éthicienne, j'allais presque dire comme philosophe et théologienne, puisque nous avons eu une réflexion d'une grande profondeur. Je te remercie, Michel, d'avoir terminé ton propos par cette troisième partie sur ce que proposent les soins palliatifs comme accompagnement de la fin de vie, qui, à mon avis, met bien en contraste et même en contradiction ce que propose l'aide médicale à mourir dans un certain contrôle de l'avenir et ce que proposent les soins palliatifs à l'inverse, à l'opposé, presque en contradiction, ce chemin d'accompagnement pour soulager les douleurs, soulager les inconforts, accompagner la personne qui souffre dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité et parfois dans sa maladie qui provoque une démence et une inaptitude à consentir aux soins. Alors merci à toi Michel, merci à vous Maître Pierre Deschamps. Je propose qu'on souffle 20 secondes pour se détendre un peu. On va vous remercier en applaudissant comme dans le langage des signes. Voilà, pour vous remercier pour vos présentations. Voilà. Donc tout le monde vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ça me permet de proposer à chacun, là nous sommes près de 400 personnes, chacun et chacune d'entre vous, vous pouvez poser des questions dans le clavardage. Vous avez mon nom qui est posez vos questions ici. Profitez-en. Il y a eu beaucoup de questions posées pendant les propos de Maître Deschamps et de Michel Dabrowski. Donc, n'hésitez pas à continuer. Je vais essayer de me faire l'interprète de vos questions. Alors, Maître Deschamps et Michel, on va laisser nos micros ouverts et on va procéder maintenant, pendant 20-25 minutes, à une conversation tous les trois, par réaction aux propos des autres. Ce que je vois, c'est que on a chacun mis l'accent sur différentes problématiques, problèmes qui découlent de ces demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et on a identifié pratiquement les mêmes points mais dans un point de vue, dans un angle de vue un peu différent. Celui du médecin, celui du juriste et celui de l'éthicienne. Donc je trouve ça très intéressant. Euh, Peut-être je vais vous laisser la parole si vous avez des réactions à propos de ce qu'ont dit les autres. Mais euh, le propos de Maître Deschamps m'a beaucoup interpellé. Euh, et notamment sur cette notion de démence heureuse. C'est important parce que on a parfois l'impression que la démence en phase terminale n'a plus aucun sens et que la vie des personnes atteintes d'une démence terminale n'a plus de valeur parce qu'elles ne sont plus conscientes de ce qui se passe, elles vivent déjà dans un autre monde. Et on projette forcément sa propre souffrance sur la souffrance visible de la personne en face de soi. Mais une souffrance peut-elle être visible? C'est ça ma question. C'est que parfois il y a des patients qui semblent souffrir et qui ne pourraient ne pas souffrir. Et parfois il y a des patients qui semblent ne pas souffrir et qui peut-être pourraient souffrir. Et ce que l'on appelle la démence heureuse, c'est ces patients qui ont une démence très évoluée et qui semblent bien le vivre.
Alors que plusieurs années auparavant, au moment de l'annonce de leur diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de démence, elles pouvaient avoir des angoisses en se projetant dans l'avenir et en se disant, moi, je ne voudrais pas vivre lorsque je ne reconnaîtrai plus mes enfants, moi, je ne voudrais plus vivre lorsque je me ferai pipi dessus. Et bien finalement, au moment même où elles subissent ces symptômes ou ces manifestations cliniques, elles ne semblent pas en souffrir. C'est ce que l'on appellerait une démence heureuse. Alors j'ai interpellé Maître Deschamps puisque vous dites que certains médecins ne croient pas à l'existence de la démence heureuse et que la souffrance se cacherait sous des signes visibles de bonheur ou de joie apparente. Alors est-ce que vous pourriez développer ça, Maître Deschamps, par une simple conversation, hein? Il y a un médecin qui l'Association québécoise Mourir dans la dignité, où il est écrit que euh, si une personne a écrit parler de ma démence heureuse, ça n'existe pas. Il faut ignorer ce concept-là. Moi, ce qui me frappe chez les personnes qui ont une atteinte cognitive, c'est lorsque elles se rencontrent dans une salle et on joue de la musique. Et là, il y a comme un éveil qui se fait. Il faut aller chercher les personnes dans ce qu'ils ont de plus intime dans leur expérience. Il semblerait que la musique fait en sorte qu'il y a comme un épanouissement de ces personnes-là, une certaine joie de vivre qui s'exprime en groupe. La question qui se pose, c'est comment dans nos CHSLD et autres institutions du même genre, comment on traite les gens. On a fait allusion, vous avez fait allusion au fait que la personne dit, ah, si c'est pour aller dans un CHSLD, je veux avoir l'aide médicale à mourir. La question est, si elle ne va pas dans un CHSLD, qu'elle vivait à domicile, puis là est à l'urgence d'un hôpital, elle va où? Et c'est là où le refus d'aller devient un facteur déterminant dans la suite à donner à la demande. Et ça, il faut le comprendre. Euh, L'autre élément, c'est récemment une collègue me disait de son père qui était atteint de démence. Il me disait, l'indignité, ce n'est pas qu'il ait une incontinence fécale, mais elle est dans le fait de ne pas lui donner les soins pour changer, comme il disait, sa couche. Et si on laisse la personne dans sa condition-là, ben c'est sûr qu'il y a comme une indignité. Il n'y a personne qui voudrait être comme ça. Mais elle retrouve sa dignité si on lui offre le soin approprié. Mais encore faut-il avoir le personnel pour cela. Et face aux démences heureuses, c'est plus la souffrance de l'entourage qui voit leur père ou leur mère non plus comme elle était avant, mais différente. Et c'est ça qui les fait souffrir, et à juste titre. Et comment s'occupe-t-on des membres de la famille? Quel support on offre au niveau psychologique, au niveau travailleur social? Le système me semble assez démuni pour offrir tout ce soutien-là, pour dire oui, votre mère a changé, oui, elle ne vous reconnaît plus, mais c'est pas elle qui souffre de la non-reconnaissance de ses enfants. Ce sont les enfants qui souffrent de la non-reconnaissance par leurs parents. Et encore faut-il voir que dans certains moments, avec une ambiance X, la personne va avoir comme un moment d'illumination, puis il va avoir un petit signe. Alors, c'est ça que je voulais vous dire en réponse à votre interrogation, puis je ne sais pas si Michel veut rajouter sur ça. Bah, vas-y Michel, hein, quand tu veux. Vous avez raison, en tout cas, et c'est intéressant de parler de cette projection de la souffrance de la famille sur la personne atteinte de démence. Et encore mieux, j'ai beaucoup aimé votre intervention sur la projection du médecin
qui anticipe lui-même sa propre mort. Et vous disiez qu'il y avait très peu d'études qui avaient été faites là-dessus. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Je pense personnellement qu'on ne devient pas médecin par hasard et qu'on devient souvent médecin pour se guérir soi-même de quelque chose et qu'on n'est pas médecin de soins palliatifs par hasard et que probablement on se confronte à la souffrance des autres, peut-être pour anticiper sa propre souffrance ou pour la calmer. Mais je trouve intéressant de réfléchir sur l'anticipation de sa propre mort en tant que soignant, parce que nécessairement, on se projette sur le patient qu'on a sous les yeux en se disant, moi-même, je ne pourrais pas supporter cette souffrance-là ou cet état-là. Ouais. Michel, est-ce que tu as des réactions par rapport à ce que Maître Deschamps a dit ou Peut-être je pourrais aller dans cette direction-là. Et j'ai aussi, en préparant la discussion ce soir ou la présentation ce soir, j'ai pensé vraiment à les soignants qui sont dans ce milieu de soins palliatifs, soins fin de vie. Et je trouve que c'est tout à fait juste. Et c'est vraiment, j'ai été dans une sens rappeler le fait que souvent, pour ces soignants-là, c'est une vraie vocation d'être auprès des patients qui vivent une vulnérabilité assez profonde. Ça prend une mesure de soins assez intense et que c'est pas tout le monde qui a le don de le faire. Et comment ça, peut-être c'est oui, c'est comme vous venez d'exprimer, que ça vient bah, peut-être c'est une réflexion ou alléger ma propre mort, souffrance, existence. Mais peut-être au-delà de là, c'est cette, cette espèce de aller vers la rencontre de l'autre. Et je vois ça quelque chose de très profond dans euh, l'acte même d'être d'un médecin, un soignant, euh, que oui, c'est pour soi-même, mais c'est aussi la réponse de voir quelqu'un qui a besoin de l'aide. Et là, il y a pour moi toute une beauté dans la souffrance. Le fait qu'on veut aller vers quelqu'un qui a besoin d'un soutien assez profond. Et pour moi, c'est là où ce qui joue cette nécessité de la compassion qui nous rend humains. Euh, et c'est pour moi une expression de notre humanité d'aller vers quelqu'un quand c'est difficile, quand c'est pas beau, etc. Euh, alors, voilà. Alors, moi aussi, j'ai été, ça m'a frappé cet aspect vraiment c'est quoi la communauté de soins? Je pense souvent beaucoup à cet aspect, qu'on n'est pas juste quelqu'un qui prend une décision, qui attend que quelqu'un me donne ce que je veux. On ne fait pas des choses en autonomie comme ça. Alors, ça fait dans un contexte assez spécial. dans ton intervention, Michel, tu as bien insisté sur ce contraste entre soins palliatifs et aide médicale à mourir. Et j'ai trouvé ça très impressionnant de voir que pour les soins palliatifs, le temps de la fin de vie est un temps précieux, un temps où tout est possible, où tout peut encore se vivre. Et en soins palliatifs, ça n'est pas parce qu'on ne peut plus guérir qu'on ne peut plus vivre encore, et qu'on ne peut plus vivre encore quelque chose de beau, de fort et de vrai. Et c'est un temps où l'on essaye d'accompagner les familles. Et parfois, c'est pas facile. Le témoignage d'un médecin de soins palliatifs, c'est que parfois les familles demandent l'aide médicale à mourir pour les patients, sans le consentement des patients. C'est ça la réalité. C'est que des familles, parce que l'aide médicale à mourir est devenue tellement banale, tellement normale, qu'on se permet parfois même de le demander pour nos propres patients, pour nos proches. Mais à l'opposé, c'est ça, c'est cette réalité des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, où l'on est dans le plein contrôle et dans le plein contrôle du futur imaginé, du futur projeté, du futur angoissé. C'est je souffre de la peur de souffrir dans l'avenir. C'est ça. Et tu insistais bien avec quelque chose que j'avais jamais vu, c'est de dire deux choses qui m'ont beaucoup frappé, Michel.
c'est qu'on impose aux familles de vivre cette surveillance constante du seuil qui aura été établi à l'avance. Et deuxièmement, je m'impose de vivre après, avec la décision d'avoir dit un jour, c'est le moment d'administrer l'aide médicale à mourir, les manifestations cliniques sont là, il faut faire l'évaluation. Donc, on est vraiment dans un monde de contrôle, de maîtrise, d'encadrement, anticipé, où tout est angoisse. C'est l'inverse des soins palliatifs, hein. C'est intéressant ça, hein. Oui, et en fait, c'est avec cette question de demande anticipée, ça met des choses très claires, euh, de différenciation des deux choses. Et pour moi, en faisant la démarche avec les demandes anticipées, j'ai dit les soins palliatifs, si on le fait bien, authentique, dans des environnements qui peuvent vraiment soutenir et faire sûr de garder la dignité de la personne, comme on vient de discuter, pour moi, ça ne justifie aucune réponse de cette demande anticipée. On a ce qu'il nous faut. Alors, voilà, ouais, je me Maître suis, Deschamps écrit dans le clavardage la philosophe Hannah Arendt. Alors, Maître Deschamps, je sais que vous aimez beaucoup Hannah Arendt. Je vous laisse la parole et puis vous pouvez donc citer votre philosophe préféré, si vous voulez, et puis aussi témoigner aussi en tant que membre de la commission des soins de fin de vie au Québec, si vous avez quelque chose à rajouter. Ben, Hannah Arendt, je dois la découverte de Hannah Arendt à ma fille qui m'a dit un jour, Papa, est-ce que tu as lu Eichmann à Jérusalem? J'ai dit non. Elle dit, tu devrais le faire. Et ceci pose la question, est-ce que les parents doivent écouter leurs enfants? Et la réponse est oui. Euh, Parce que pour moi, c'était comme une illumination. J'ai lu Eichmann à Jérusalem, j'ai lu beaucoup sur la banalité du mal. Elle a écrit beaucoup de choses sur les dictatures, sur la démocratie, la liberté et tous ces éléments-là. Et pour moi, ça a suscité une grande réflexion parce qu'elle dit, et c'est pour moi troublant, le mal est véhiculé non seulement par des mécréants et des mauvaises personnes, mais généralement par de bonnes personnes qui ont arrêté de réfléchir. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, il faut que je continue à réfléchir, puis à faire de ma réflexion quelque chose de public. Pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, d'où ça vient? C'est Madame de Montigny qui a, la première, s'est fait connaître en disant, Mon père est décédé de la maladie d'Alzheimer, je ne veux pas mourir comme lui. Alors, elle a fait pris une action pour sensibiliser le gouvernement et demander un changement à la législation. Et tout ceci provient d'une personne qui a eu une action sociale ou même une action politique, parce que le politique s'est emparé de ça, et on a peut-être dit, on ne peut pas ignorer une telle demande, donc on va mettre en place les demandes anticipées. Et le Québec se distingue à ce moment-là des autres provinces. Et là, récemment, on voit l'Alberta qui arrive avec un projet de loi 18 qui vient restreindre l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, ceci à l'intérieur de 12 mois. Et là, il y a eu comme une levée de bouclier par certains en disant, c'est épouvantable, c'est pas constitutionnel, Mais nous, au Québec, on a modifié l'accès à l'aide médicale à mourir. Au Québec, une personne ne peut pas demander qu'un médecin lui prescrive une médication qu'elle va s'auto-administrer, alors que la loi fédérale dit que si un médecin le fait, il n'y aura pas d'infraction criminelle. Donc, les législations provinciales peuvent être plus restrictives sans pour autant enfreindre les droits constitutionnels des personnes. Mais tout porte à croire qu'il va y avoir une contestation, mais on voit qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y a des gens, et on voit des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, et moi j'en vois dans la commission, espérance de vie
5 ans, font une demande anticipée et se ravisent pour faire une demande contemporaine et obtiennent l'aide médicale à mourir alors que leur pronostic est de 5 ans. Ça me trouble. Ça me trouble de dire peut-être que cette personne-là, c'est son choix, puis on peut faire des mauvais choix en société, mais c'est pas parce que quelqu'un dit je veux ça que je vais dire tu le veux, je te le donne. Comme me disait Michel, il y a cette réciprocité qui doit exister, cette alliance thérapeutique qui doit exister, mais l'alliance thérapeutique n'est pas toujours là lorsque la personne arrive, par exemple, à l'urgence, elle fait une demande d'aide médicale à mourir, le médecin ne la connaît pas, il y a un entretien dans la journée et elle obtient l'aide médicale à mourir. Est-ce que le système a failli, mais on peut justifier en disant elle était dans une extrême souffrance, alors on est allé de l'avant et rencontrait les critères et c'est là où on se réfugie derrière la légalité du geste pour éviter une réflexion éthique qui devient comme, ben, ils viennent nous mettre des bâtons dans les roues, puis ça vient perturber le calme de la légalité, et on veut pas être dans cette position-là. Et puis, il y a tout un autre auteur que j'adore, c'est Festinger, et sur la dissonance cognitive, en disant, je vois A, je vois B, c'est contradictoire, mais je donne l'exemple de mon père. On disait que fumer n'était pas bon, et mon père fumait, et je lui dis, comment tu justifies ça? Et je fume des cigarettes au menthol. Donc, il essayait d'évacuer tout euh, inconfort en essayant de trouver une justification. Et j'ajouterais à la philosophe Hannah Arendt, le psychologue Léon Festinger et sa théorie de la dissonance cognitive mise en lien avec la philosophie d'Hannah Arendt. Pour comprendre le monde, ce sont des éléments fondamentaux pour aller plus loin dans la réflexion sur l'aide médicale à mourir et ses tenants et aboutissants. Merci Pierre. Je rappelle le nom de la philosophe parce que plusieurs questions dans le clavardage demandent qui est la philosophe. C'est Hannah Arendt. Alors, j'ai proposé de poser des questions et il y a beaucoup de questions maintenant dans le clavardage. Je dois quand même en poser quelques-unes. Je pense que Pierre, c'est pour vous parce que vous êtes témoin de ce qui se vit à la Commission des soins de vie, des soins de fin de vie du Québec. La question est la suivante. Ne croyez-vous pas qu'au Québec, le manque de place dans les hôpitaux, et notamment en soins palliatifs, font qu'on n'offre pas souvent les soins palliatifs, mais que les médecins offrent l'aide médicale à mourir? Ma mère a été à l'hôpital fin novembre et décembre. On lui a offert constamment l'aide médicale à mourir. Et le deuxième lit à côté, pendant le même temps, 7 patients ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est ce que je vis personnellement, notamment quand je rencontre des patients dans les CHSLD, EHPAD en France, les résidences pour personnes âgées. Les médecins maintenant proposent l'aide médicale à mourir et certains patients, notamment très âgés en CHSLD, se sentent le devoir de demander l'aide médicale à mourir. Et on sait que les places en soins palliatifs sont chères. Il y en a peu, il n'y a pas beaucoup d'accès aux soins palliatifs. Est-ce que c'est ce que vous voyez à la commission des soins de fin de vie, vous qui examinez tous les dossiers d'aide médicale à mourir? Ce qu'on voit à la Commission sur les soins de fin de vie, je le dis à regret, c'est une commission sur l'aide médicale à mourir. Les soins palliatifs sont très peu discutés, très peu d'échanges. En 10 ans, ça a pris 8 ans avant que on invite des gens du milieu des soins palliatifs à venir s'adresser à la commission. C'est le parent pauvre, puis là, je suis généreux en disant que c'est le parent pauvre. C'est une commission de conformité. Est-ce que les cas d'aide médicale à mourir qui nous sont rapportés sont conformes ou pas? Essentiellement, ils vont être conformes. Le médecin a fait l'acte, puis il va présenter ce sur quoi il s'est appuyé.
Il y a certains médecins qui font de l'aide médicale à mourir qui étaient avant psychiatres, qui étaient anesthésistes, qui étaient dans la médecine sociale, qui se sont dit, bon, ben, c'est l'heure de la retraite, c'est quelque chose que je peux faire, puis ils vont faire de l'aide médicale à mourir. Aucune formation, je pense, en soins palliatifs. De sorte, qu'est-ce que vous voulez offrir à une personne? Des soins palliatifs, si vous en avez jamais fait, vous connaissez pas. Les gens sont toujours libres d'accepter ou non, mais ça dépend comment on les présente. Ça dépend aussi de l'expérience qu'ils ont eue. Ah, ma mère est morte en soins palliatifs, mais c'était épouvantable. Mais encore faut-il se poser, c'était quoi la qualité des soins palliatifs? Est-ce qu'il y avait un dépistage précoce? Est-ce que les soins palliatifs, pas juste une affaire de docteur, mais de travailleurs sociaux, de psychologues, d'infirmières, d'accompagnement? Est-ce que ça a été offert? On ne sait pas. À la commission, ça fait 10 ans qu'on fait des rapports et à chaque année, on dit et on redit que les données sont peu fiables. Et cette année, on a encore moins de données parce qu'avant, on avait des données des 32 établissements du réseau. Maintenant, c'est Santé Québec qui a pris le contrôle. Et alors qu'on avait 32 rapports sur les soins de fin de vie, on a un seul rapport de Santé Québec qui dit voici le nombre de gens qui étaient en soins palliatifs. Voici le nombre d'aides médicales à mourir. Voici le nombre de demandes. Voici le nombre de demandes administrées. Et voici les demandes non administrées. Ils sont censés mettre les motifs, mais les motifs ne sont pas là. Et la loi exige que le médecin qui n'administre pas l'aide médicale à mourir fasse rapport à la commission des cas et des motifs pour lesquels l'aide médicale à mourir n'a pas été. Est-ce que ces cas-là ont été soumis à la commission? Non. Pourquoi? La loi dit qu'on doit, mais doit au niveau de la loi d'interprétation, l'article 51 dit doit, c'est une obligation absolue. La loi dit qu'il doit, le règlement dit qu'il doit, suivant le formulaire, mais Santé Québec ou le ministère n'a pas encore conçu le formulaire. Alors, on a encore moins d'informations sur les aides médicales à mourir non administrées. On a peu de choses sur les soins palliatifs. Et là, je me dis, il va falloir que la communauté se prenne en charge. Et autant Madame de Montigny a pu faire valoir son point, autant la communauté, les citoyens devraient faire valoir leur point pour demander euh, la, la- disons que le ministère et Santé Québec rendent compte, sans que Santé Québec dise c'est au ministère, puis le ministère dise c'est à Santé Québec. Il faut qu'ils fassent quelque chose, autrement on va rester. Mais aussi, il faut comprendre que les soins palliatifs, là, c'est pas juste Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec. C'est quand vous regardez les régions du Québec, quand vous regardez le Bas-Saint-Laurent, quand vous regardez l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quoi les soins palliatifs dans ces milieux-là? Quelle est la formation des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux? Quand vous avez à voyager du point A au point B, puis il y a 200 kilomètres, comment on organise les soins palliatifs? En Abitibi-Témiscamingue, il y a 3 médecins qui font de l'aide médicale à mourir, 2 sont des conjoints. Puis là, il s'agit que quand il y a une demande, à qui on l'achemine? On ne peut pas l'acheminer aux 2 médecins qui sont mariés femmes, il faut l'acheminer à un, puis à un autre médecin. Mais là, il faut trouver les médecins. Puis s'il y a un trop long délai entre la demande puis la première évaluation, ben là, on rue dans les brancards en disant c'est inconcevable. Mais si quelqu'un a besoin de soins palliatifs, le temps d'attente est plus long. Mais est-ce qu'on a nos spécialistes en soins palliatifs? Il y a un médecin qui disait qu'il y avait des médecins dans la région de Québec qui étaient en région. Là, il y a des postes qui s'ouvrent à Québec. Ben, ils n'ont pas tellement de formation en soins palliatifs, mais ils vont postuler pour se rapprocher de la grande ville. Alors, c'est quoi la formation? C'est quoi le service qui est offert dans comme on dit, dans son entièreté, comme disait Michel, tout l'ensemble? Où est-ce qu'on en est au Québec avec ça? Mais on dit le train,
c'est le train-train quotidien, mais il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de... Mais il va falloir que, si on va avoir ces services-là, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Autrement, on va avoir les médecins qui vont dire, avez-vous pensé à... Je donne un exemple hypothétique. Une personne est dans un CHSLD, puis elle souffre d'errance. Un exemple tout à fait hypothétique, là. Puis d'un côté, il y a une route passante, puis de l'autre côté, il y a la rivière. C'est une mort assurée. Il y a trois options. Devinez laquelle peut être choisie. C'est là, c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est là où on en est. Et il y a comme presque un engouement pour l'aide médicale à mourir. Et loin de moi de dire que les gens ne doivent pas choisir l'aide médicale à mourir. Il y a des cas qui sont atroces. Il y a des cas pour lesquels la personne est allée au bout. Ces gens-là sont des battants chimiothérapie, myothérapie, chirurgie et j'en passe. Et au bout du rouleau, ils cherchent quelque chose. Les soins palliatifs peuvent donner beaucoup, mais parfois ça peut être limité. Puis là, il peut y avoir comme une voie rapide, là, qui est celle de l'aide médicale à mourir, où ni le médecin qui administre, ni le second médecin n'ont jamais traité la personne. Alors, il y a lieu de s'interroger là-dessus. Puis malheureusement, la commission, c'est pas le genre de choses sur lequel notre attention se porte. Alors, si vous voulez des témoignages à la commission de fin de vie des soins palliatifs avec Michel Dabrowski, on pourra venir témoigner auprès de la commission quand vous voulez. La- Mais je vous dirais que j'ai tenté durant 8 ans à faire venir des gens des soins palliatifs. Et ce n'est qu'après 8 ans qu'on a écouté. On a écouté, mais je ne suis pas certain qu'on ait entendu C'est les ça. gens qui sont venus. Et même, j'ai un collègue de Toronto, Trudeau Lamens, qui est très critique de l'aide médicale à mourir, qui fait partie de la commission du comité de révision du coroner. Et parce qu'il est très critique, il est comme banni. On ne veut pas l'entendre. On le met de côté et c'est un brillant intellectuel qui n'a pas arrêté de réfléchir. Mais si vous voulez venir, vous serez peut-être écouté, mais entendu, je le dis avec tout respect pour la commission, c'est pas l'expérience que j'ai vécue depuis 10 ans et à l'examen de 20 000 déclarations d'aide médicale à mourir. Et je dois dire que les médecins doivent remplir un formulaire informatique qui capture les informations requises par le fédéral et le provincial. Ils font des petits crochets pour savoir si on rencontre toutes les cases, mais il y a un nombre de plus en plus grand de médecins qui écrivent l'histoire du patient, qui vont nous donner les pourtours de sa demande. C'est une personne qui vivait isolée. Elle avait perdu son mari il y a 3 semaines. Elle n'avait pas d'enfant. Elle habitait dans un troisième étage. Elle ne pouvait pas se déplacer. Il nous donne toute cette information sociale-là. Et c'est des plus intéressantes. Il y en a beaucoup de médecins qui font ça, qui nous aident à mieux comprendre ce que c'est que, qu'est-ce qui motive une personne à faire une demande. Et il y a une petite anecdote, il y avait un patient qui était itinérant, qui vivait dans des conditions misérables, qui était en fin de vie, qui était admis dans une maison de soins palliatifs. Eh bien, il ne voulait plus mourir. C'était le bonheur, les petits soins et tout et tout. Il était content, puis on l'a gardé assez, assez, assez longtemps. Et toutes les maisons de soins palliatifs, tous les gens qui se dévouent, je regardais tantôt, j'ai vu Albert Derry, qui était président de l'Association québécoise de soins palliatifs, qui s'est engagé durant des années pour faire la promotion, puis on le fait bénévolement. Je lui lève mon chapeau. Et il y en a combien comme ça? Alors, je me dis, allez de l'avant, poussez. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Pierre Deschamps. On va devoir arrêter là et redonner la parole aux animatrices du Centre dominicain. Mais juste pour conclure, hein, euh, mon rêve,
en tant que médecin de soins palliatifs, ce serait que toute personne qui demande l'aide médicale à mourir puisse bénéficier d'une consultation avec un médecin de soins palliatifs pour qu'ils puissent voir qu'il y a des alternatives, il y a d'autres chemins que l'aide médicale à mourir, parce que la conviction des soins palliatifs, c'est le temps de la fin de la vie est un temps précieux, peut être un temps précieux ouvert sur tous les possibles et sur quelque chose de beau, de vrai, de grand. Alors c'est un rêve que je formule ce soir, mais qui est aujourd'hui irréalisable, étant donné le manque de moyens, et vous l'avez bien exprimé, le manque de médecins et de soignants en soins palliatifs sur le territoire. On aurait aimé continuer la discussion plus longtemps, mais je remercie profondément et chaleureusement Michel Dabrowski pour son grand témoignage d'éthicienne et sa profonde réflexion et Maître Pierre Deschamps pour ce partage, ce témoignage en tant que membre de la commission des soins de fin de vie. Et j'allais dire un témoignage courageux et je vous en remercie. Donc merci à vous. Je redonne la parole à Madame Brigitte Quintal pour la conclusion. Merci beaucoup.